Le temps de fois que Kagame a envahi le Congo, il a toujours eu prétexte, il a toujours donné comme prétexte la présence des FDLR sur le sol congolais. Écoutez, je veux que ceux qui nous suivent écoutent bien l'orientation de mes idées. Le problème FDLR n'est pas un problème congolais, c'est un problème purement rwandais. Ce n'est pas un problème qui doit se résoudre sur le sol congolais, c'est un problème qui ne trouvera sa solution que sur le sol rwandais. La communauté internationale a toujours demandé au gouvernement congolais de discuter, de dialoguer avec ses opposants, ses dissidents. Mais quand Kagame nous parle toujours des FDLR et qu'il les appelle tous dans un seul panier, dans le même panier, il les traite de génocidaires pour finalement trouver la raison de rejeter cette proposition de négociation entre le régime Kagame et ses opposants, entre autres le FDLR. C'est une chose qui a déjà vieilli dans les esprits des gens. C'est une chose, c'est désormais comme un produit chimique expiré qui ne peut plus être consommé. La solution, une des solutions proposables pour qu'il y ait une paix durable dans la région, c'est que la communauté internationale puisse contraindre Kagame à négocier, à faire de pourparlers, à engager de pourparlers avec les opposants de son régime, entre autres les FDLR. Le problème FDLR est à 100% un problème rwandais, quand lui-même, il dit que le problème M23 est à 100% congolais. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Grands Lacs, la voie de la paix et de la justice en Afrique des Grands Lacs. Notre invité du jour est M. Ombe Nyamuhombeza, de nationalité congolaise, et qui nous parle depuis Helsinki. M. Ombe Nyamuhombeza, vous le connaissez déjà, mais je lui donne la parole pour qu'il puisse se présenter, vous dire qui il est, et ensuite on passera au thème du jour. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs. Comme vous le disiez tantôt, je suis Ombe Nyamuhombeza, résident en Finlande, bien sûr ressortissant de la RDC, la République démocratique du Congo. Je suis de l'Est du pays. Je suis cependant un analyste qui suit de près la situation de notre pays, la RDC, mais bien sûr aussi la région des Grands Lacs en général. Et puis, désormais, j'ai décidé aussi, n'est-ce pas, d'entrer dans la politique de notre pays, mais d'une façon indépendante. Je pense que c'est ça ce que je pouvais dire comme introduction et le reste, on va continuer. Eh bien, effectivement, le sujet du jour, d'ailleurs, vous l'avez deviné, ce sera la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cher frère Ombe Nyamuhombeza, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation actuelle sur le plan sécuritaire et dans d'autres domaines, si vous le voulez bien? Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Écoutez, la situation qui prévaut présentement dans notre pays, surtout dans sa zone
Est reste toujours à désirer. Chaque jour qui passe pour les Congolais, c'est comme s'ils vivaient la dernière minute. Vous savez, nous avons des milliers de déplacés à l'intérieur du pays comme des réfugiés dans nos pays voisins. Et puis, la situation qui se présente aujourd'hui, normalement dans la ville ou la cité de Bunagana, depuis bientôt plus d'un mois ou combien de mois, sous les mains de la rébellion des terroristes du M23, c'est une situation qui est catastrophique présentement parce que, écoutez, il y a des informations qui nous arrivent disant que il massacre aussi des gens, il tue des gens, il les enterre dans des fosses communes. Et de cela, bien soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et d'autres forces, qu'elles peut-être nous aurons le temps de détailler dans cette émission. Parce que ici, quand vous suivez les médias, on ne nous parle que du M23, du Rwanda et de l'Ouganda, mais il y a aussi d'autres forces. Il y a d'autres forces qui se cachent derrière ces mains-là, les mains visibles, lesquelles je venais de citer. Et c'est pas seulement à Bunagana, vous savez, il y a eu dans les semaines passées de manifestations qui ont eu lieu dans la ville de Goma, à Butembo, il y en a eu aussi à Uvira un peu, aussi à Beni, là où nous avons aussi, n'est-ce pas, oui dire, ou bien nous avons suivi par le média des pertes humaines encore. Il y a eu au moins plus d'une quinzaine de personnes qui ont perdu leur vie durant ces manifestations-là. C'est bizarre d'écouter que la MONUSCO censée sécuriser les gens tourne le canon de leur fusil contre le peuple civil, donc paisible et civil, s'il vous plaît. Et alors, nous allons quand même essayer de décortiquer toute cette situation-là pour que ceux qui nous suivent soient quand même informés de plus sur ces sujets. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser la première question sur un rapport qui vient de sortir. Donc, l'ONU, en effet, vient de publier un rapport, un énième rapport, reconnaissant le rôle néfaste du Rwanda dans l'insécurité et ces guerres, justement, qui ensanglantent la RDC depuis bientôt 26 ans, provoquant la mort de millions de victimes congolaises, rwandaises et ougandaises, et même burundaises, surtout. Estimez-vous que le rapport Mapping, qui date de 2010, a fait l'objet d'un suivi suffisant et efficace de la part des gouvernements congolais successifs? Merci de la question, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, vous veniez de l'énoncer vous-même que c'était un énième rapport de l'Organisation des Nations Unies. Je pense que c'est une chose que nous regrettons tous présentement parce que ce rapport, le dernier alors, lequel est encore confidentiel, ne vient que, n'est-ce pas, accentuer ou bien mettre en exergue tout ce qui s'est déjà dit ou bien est venu soutenir d'autres rapports qui l'ont précédé, qui ont confirmé sans cesse et sans embâche en tout cas, n'est-ce pas, de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais, de la participation de celle-ci quant à l'évasion de la République démocratique du Congo. Parce que, écoutez, ici, on va nous parler toujours du M23 pour essayer d'éloigner le rôle du Rwanda, la charge qui pèse sur le Rwanda, sur ces conflits-là, sur la crise qui est dans l'est du pays. Mais cependant, bien que camouflé avec la technologie actuelle, rien ne se passe désormais sous le talon du pied. Écoutez, il y a une sagesse qui dit qu'on ne peut jamais allumer le feu et en cacher la fumée.
Le Rwanda est bel et bien sur les sols congolais depuis 1996. En tout cas, à tour de rôle, il s'est manifesté. Il a toujours nié ces faits, mais jusqu'à quand? Vous veniez d'énoncer tout de suite là le rapport mapping. Il n'est pas le seul qui donne des témoignages, en tout cas sensibles, je vais dire, indiscutables vraiment, que le Rwanda est le premier, je dirais, moteur du cauchemar de tous les Congolais depuis 1996, parce que jusqu'ici, de 1996 à nos jours, d'aucuns disent que il y a au moins une perte de 12 millions ou plus de 10 millions de Congolais qui ont déjà perdu leur vie dans ces bavures, qui n'ont que beaucoup plus duré. Il y a de cela des déplacés internes, il y a de cela des réfugiés dans des pays voisins et pourquoi pas beaucoup plus ailleurs, mais le rapport mapping, lequel on a toujours traîné dans les tiroirs de l'ONU et de la communauté internationale, n'est qu'un bon outil qui devrait servir non pas seulement pour la justice, mais pour la réparation, mais pour aussi venir à l'aide aux victimes de toutes ces barbaries-là, parce que le rapport mapping, bien que n'ayant cité des noms de personnes, pour des raisons peut-être stratégiques, il y a quelque part dans ce même rapport mapping où l'on dit, voilà, les noms nous les avons, mais le temps arrivé, on pourrait les dénoncer. Mais quand vous allez dans les fonds du texte de ce rapport mapping, vous allez trouver que les criminels, d'une façon directe, d'une façon ou indirecte, ils sont cités dans ce rapport. Et qu'à cela ne suffit. Il y a deux voix qui se sont levées contre ce rapport parce que ils sachent qu'est-ce qu'ils veulent cacher derrière la queue. Mais messieurs, il est toujours incompréhensible jusqu'à présent. Après deux voix qui se sont levées, ici je vais citer même le prix Nobel, monsieur le docteur Mukwege, qui a déjà fait le tour du monde, qui a sensibilisé des organisations non gouvernementales, qui a sensibilisé l'Organisation des Nations Unies, qui a sensibilisé toute personne de bonne foi et a dit sincèrement que le rapport mapping ne nous servirait que, n'est-ce pas, d'un tremplin pour sauter vers la résolution, vers la solution et vers la fin de ces tueries qui n'ont que trop duré dans la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il y a toujours des voix qui s'élèvent contre le docteur Mukwege aussi. Peut-être on aura aussi un bon temps d'en parler. Mais le rapport mapping devrait sortir désormais de ces tiroirs. L'ONU, la communauté internationale, et bien sûr, quand j'ai dit l'ONU, je vais ici citer, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité de l'ONU. Ben, j'ai quelquefois désormais même peine à les nommer comme ça, un conseil de sécurité. Quelle sécurité? Peut-être il est devenu un conseil d'insécurité. Les interventions que ce conseil de sécurité a confiées à certains contingents à travers le monde, pas seulement au Congo, ne peuvent que nous témoigner beaucoup plus sur ma position. D'aucuns disent même au Congo que le contingent de la MONUSCO participe d'une façon directe ou indirecte, est un agent aussi de la déstabilisation. Ils sont là pour des intérêts économiques, ils sont là pour les intérêts de ceux-là qui les ont envoyés, et peut-être qu'il y aura un peu plus tard
un autre rapport qui pourrait le mettre aussi en cause. Voilà un peu de mots ce que je pouvais dire sur ces rapports mapping parce que c'est un document beaucoup plus commenté sur le plan international, malheureusement, lesquels l'ONU ne veut pas se saisir pour, n'est-ce pas, trouver une solution adéquate à la crise rwando-congolaise. Merci, Monsieur Ombe. J'ai une question qui me taraude. Je suis vraiment tenté de vous poser cette question, non pas pour politiser notre échange ou notre débat, mais vous savez bien qu'il n'y a pas eu que le Rwanda, il y a eu aussi ceux que le Rwanda a installés au pouvoir à Kinshasa, la FDL. D'aucuns disent que la FDL a eu sa part dans les massacres des réfugiés rwandais d'abord, et puis finalement des populations congolaises indirectement. Que sa guerre, la guerre de la FDL, qui a été soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, a provoqué la plupart des morts et des atrocités qu'on a connues. Pourquoi pensez-vous que le rapport mapping depuis 2010 n'a jamais fait l'objet de préoccupations du gouvernement du président Kabila? Nous parlerons ensuite de l'actualité, mais déjà si on peut répondre à cette question. Est-ce que vous avez connu dans le passé, à l'époque du président Kabila, une préoccupation particulière pour faire ou obtenir l'application des recommandations du rapport mapping? Merci beaucoup. Vous savez, il y a une très forte naïveté au sein de nous-mêmes, les Congolais. Il y a de ceux-là qui appellent M. Laurent Kabila ou bien qui les traitent d'héros national, ignorant que c'est bien lui le début de tous les maux que vivent les Congolais aujourd'hui. Vous veniez de faire mention de l'AFDL. L'AFDL est la mère de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et l'AFDL, comme je l'avais dit dans une autre intervention, je ne sais pas si c'était ici ou bien c'était sur un autre média, mais quand le Rwanda s'est servi du AFDL pour la première invasion au Congo, au début, on parlait de la poursuite de l'AFDL, des FDLR. Les FDLR qui se trouvaient dans la région est du Congo, normalement dans la province du Nord et du Sud, Kivu. Mais comment le Rwanda alors est allé jusqu'à Kinshasa, laissant ses FDLR à l'est du Congo et arrivé, pas encore même à l'arrivée de Kinshasa, c'était maintenant au milieu de leur guerre, alors que la guerre était maintenant entre, je crois, la province du Katanga et la province du Kasaï en ce moment-là. C'est le moment que l'on va maintenant commencer à nous parler d'une rébellion guidée par Mzee Laurent Kabila et qui devait mettre fin à la dictature Mobutu. Arrivé à Kinshasa sur le pouvoir, 80% au moins des Kadogo qui formaient l'armée, la rébellion en ce moment-là, ils étaient des Kadogo, ils étaient des Rwandais du FPR. Et c'est ainsi que, arrivé à Kinshasa, nous aurons un chef d'état-major rwandais, dont le général, pour ne citer que le général James Kabarebe. La suite qui en a résulté, ou bien les conséquences qui en ont résulté, vous le savez tous, jusqu'à l'assassinat du président Laurent Kabila, parce qu'une fois au pouvoir, il a voulu user maintenant de ses pouvoirs, il a voulu user de son patriotisme. Il a dit aux Rwandais, écoutez, vous nous avez servi, vous nous avez accompagnés, très bien, merci, mais il est temps que vous pliez vos bagages et rentriez chez vous au Rwanda. Voilà. Ce qui n'a pas plu à Kagame et sa junte, ils sont repliés de Kinshasa à Goma pour commencer une autre rébellion sous le nom du RCD. Et alors, vous avez posé la question de savoir si
comment on a traité, comment le rapport mapping a été reçu, quelle a été la perspective, ou bien la perspective plutôt de l'ancien régime, et donc le régime du président Kabila face à ce rapport mapping. Monsieur l'ambassadeur, croyez-moi que le moment arrivé où l'on aura à exploiter ce rapport mapping ne préservera pas l'ancien président Joseph Kabila. D'une façon ou d'une autre, depuis son avènement au pouvoir, vous savez que l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir, il a joué ce rôle-là de président, mais c'est il a été nommé, bien sûr, par le président Kagame, qui était à la commande de toutes les choses au Congo pendant ces temps-là. Et bien sûr, c'est ainsi que les Congolais, n'ayant plus rien à faire face à cette situation-là, ils étaient obligés de se plier au lieu de continuer à en faire face. C'est pourquoi Joseph Kabila, en ce moment-là, pour lui, le rapport mapping n'était pas aussi le bienvenu. Et c'est pourquoi vous allez voir que même lorsque le docteur Denis Mukwege a levé pour la première fois sa voix, soulevant l'existence, n'est-ce pas, la pertinence et l'importance de ces rapports mapping quant à la solution de problèmes de l'Est du Kivu, il a fait face à des menaces. D'aucuns disent maintenant de menaces qui étaient préparées directement par le Rwanda, mais sous couvert aussi du président Kabila lui-même. Comment expliquer que le monde entier ait reconnu et rehaussé la nomination du docteur Mukwege au prix Nobel de la paix, mais jamais il n'a eu, en tout cas, il n'a eu, je ne sais pas, il était un sujet qui devrait trouver ses éloges auprès maintenant du gouvernement congolais. Mais curieusement, le président Kabila l'a pris comme un ennemi parce qu'il a montré sa face, il a montré sa position, il a montré à la face des Congolais comme à la face internationale l'importance de ces rapports mapping, bien sûr contesté par Kigali, contesté par la junte de Kagame et bien sûr contesté par Kabila. Et voilà comment je voulais dire que Kabila lui-même n'était pas content. Il ne le sera jamais content de ces rapports mapping parce que ça lui pointe du doigt, ça lui met la, n'est-ce pas, ça lui pointe quand même des aiguilles sous la paume de la jambe. Effectivement, vous l'avez souligné, rappelé, il y a eu des tentatives d'assassinat du docteur Mukwege chez lui-même à Panzi. Il y en a même un attentat dans lequel son chauffeur a été tué. Il faut le rappeler aussi, parce qu'il avait effectivement exigé que le rapport mapping soit traité convenablement et que ces recommandations soient suivies des faits. Absolument. Nous savons tous de l'assassinat, nous nous souvenons tous de l'assassinat de son chauffeur. Écoutez, un fils du pays qui est menacé comme cela, qui passe à travers de tels moments difficiles jusqu'à l'assassinat de son chauffeur, quel a été le rôle du gouvernement en place pendant ces temps-là? Est-ce qu'il y a eu au moins une enquête menée sur ces faits? Et s'il y a eu deux enquêtes menées, quelle en a été la fin? Parce qu'au Congo, nous sommes désormais habitués, quand on nous parle d'enquête, c'est-à-dire que c'est fini le problème par là. Le problème est fini. On attendra la fin de ces enquêtes-là. Fini, on n'en saura absolument rien. Mais en tout cas, le docteur Denis Mukwege mérite mieux que cela. Et allons croire, monsieur l'ambassadeur, comment imaginez-vous qu'au lieu que le gouvernement porte protection, donne une protection adéquate à son fils vraiment qui défend les valeurs de son pays, les valeurs de sa nation, au lieu qu'il bénéficie de la protection de son propre gouvernement, il est protégé par le contingent des casques bleus. Pourquoi? Parce que
le gouvernement lui-même, je veux bien dire, signaler d'abord le gouvernement précédent, donc le gouvernement de Kabila, lui en voulait aussi. Justement, tout simplement, c'était à cause de sa position face à ce rapport mapping. Et c'est pourquoi, dans une discussion avec certains de nos amis la semaine passée, lorsque l'on discutait sur les manifestations qui ont eu lieu à l'est de la République démocratique du Congo demandant le départ de la MONUSCO, on s'était demandé quelle serait la suite du docteur Denis Mukwege, qui est protégé par ces contingents-là, mais nous sommes arrivés à un point commun de dire non, il y a toujours moyen que la communauté internationale défende ces vaillants fils du Congo, parce que le Congo a besoin de lui, et non seulement le Congo, mais toute personne est teintée de cet esprit-là de nationalisme et d'humanisme. Il faut noter que la société civile congolaise, notamment celle du Kivu, des deux Kivu, a rejoint le docteur Mukwege dans sa lutte pour la justice et contre l'impunité. Ça, il faut aussi le dire parce qu'il s'agit d'une société civile très courageuse et très active. Et je pense que même si sa voix n'est pas aussi audible que celle du docteur Mukwege, la société civile congolaise a joué un rôle important dans la survivance de la mémoire et de la défense de la justice. Vivement que ça continue, mais on doit se poser aussi la question de savoir ce qui a pu changer après l'avènement du président Tshisekedi. On sent quelque chose bouger, on entend des ministres parler du rapport mapping, appeler à l'exécution de ces recommandations, mais est-ce qu'il y a sensiblement quelque chose qui a changé en faveur du combat mené par le docteur Mukwege? Le changement, d'une façon ou d'une autre, il est là en tout cas, parce que vous savez, jadis, lorsque le Congolais avait aussi levé leur voix en soutien au docteur Mukwege, lorsqu'on avait demandé au gouvernement actuel d'en faire quelque chose, le président Fachi, pendant ces temps-là, parce qu'ils étaient toujours en franche collaboration, bien que même à présent, ils n'ont pas encore divorcé, voulant toujours protéger son pouvoir, parce qu'il s'est trouvé aussi menacé par le gouvernement précédent qui lui a cédé bien sûr la place, il disait, écoutez, nous allons regarder devant et nous n'aurons pas ces temps-là de fouiner dans le passé. Mais pourquoi ne pas fouiner? Le Congolais a attendu, en tout cas désespérément, de la paix depuis 1996 et jusqu'à présent, le Congolais attend la paix. Cette paix viendra d'où s'il n'y a pas de justice dans un grand pays qui a connu, je vais dire en tout cas, bien que ce n'est pas encore officiel, qui a connu un tel génocide depuis 1996. Au Rwanda, je l'ai toujours dit, en 1994, il y a eu perte d'âmes, au moins de 1 million d'âmes, comme le disent les Rwandais eux-mêmes. Et maintenant, aujourd'hui, au Congo, il y a plus de 10 millions d'âmes. Pour ne pas dire, monsieur l'ambassadeur, des orphelins, pour ne pas dire de ces veuves-là, pour ne pas dire de ces paralytiques-là, des accidents de ces guerres-là, pour ne pas dire de la pauvreté infligée aux Congolais, bien qu'ils vivent dans un pays le plus riche par sa richesse du sous-sol, par le potentiel naturel que Dieu l'a donné. Et bien que ce potentiel-là lui est resté le grand joug sous le cou. Mais écoutez, ceci ne peut pas continuer. C'est pourquoi, comme je vous le disais tantôt, le président Fachi lui-même avait dit on n'aura pas le temps de fouiner dans le passé. Mais ce que je peux dire, parler de Fachi, c'est pas parler du Congo. Parler du Congo, c'est pas parler du Fachi. Le gouvernement, le régime de Fachi passera,
Et l'histoire nous, nous mettra dans une condition. Nous serons contraints de fouiner ce passé-là. Et peut-être celui qui s'est fait, qui s'est voulu, je vais le dire de prêtre, qui s'est voulu, comment le dire, de neutre, et que il en resterait aussi victime d'une façon ou d'une autre. Mais nous avons de témoignages. Laisse-moi un peu rentrer sur ce mot-là que vous veniez de dire, du docteur Mukwege. Il a le soutien de tous les Congolais. Vous savez qu'il y a un groupe désormais des professeurs congolais réunis en un groupe qui demande désormais, n'est-ce pas, que le docteur Mukwege se présente candidat président pour l'année prochaine. Bien que jusqu'à présent, nous pensons que ces élections-là risquent d'être tronquées. Parce que si les élections doivent avoir lieu l'année prochaine et qu'à présent, en ces moments où nous parlons, nous ne voyons pas de préparatifs de ces élections-là, la question est désormais maintenant, est-ce que nous aurons les élections l'année prochaine? Peut-être que nous allons un peu préparer un autre sujet qui tournera autour de ces élections-là de 2023 en RDC, mais vous allez trouver que même les désordres qui sévissent dans l'est du Congo profitent d'une façon ou d'une autre au gouvernement actuel. Je vais les décortiquer peut-être dans les minutes qui viennent ou bien dans un autre sujet. Mais d'une façon ou d'une autre, ça profite à Kagame comme ça profite au gouvernement actuel de Fachi. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne le sauraient pas, Fachi, c'est le diminutif de Félix Antoine Tshisekedi. Bien sûr. Les Congolais, ils ont bien fait de trouver plus facile parce que, effectivement, toujours dire Félix Antoine Tshisekedi, il faut être un peu initié comme nous. Alors, Fachi, c'est plus facile et nous comprenons que M. Ombenyamombiza s'en tienne à ce nom-là. Alors, revenons quand même à la position du président Tshisekedi dès le début de son mandat. Effectivement, il avait expliqué que pour se réconcilier avec le Rwanda, avec ses prédécesseurs d'ailleurs aussi du régime précédent, qu'il valait mieux oublier. Il ne voulait pas parler des crimes du passé. Ça peut se défendre dans certains pays. On préfère effacer l'ardoise pour avancer, mais pour 12 millions de victimes, je ne pense pas que cela soit possible. C'est même indécent d'en parler, indécent de faire allusion à un quelconque oubli ou à un quelconque pardon avant que les auteurs de ces massacres, de ces victimes, de ces atrocités eux-mêmes ne présentent leurs excuses. Bref, on n'est plus là. Le président Tshisekedi a désormais, depuis quelque temps, je pense, il l'a dit lui-même, il a dit qu'il fallait absolument que les victimes retrouvent leur dignité, que les parents de ces victimes soient écoutés et que pour finir, justice soit faite. Parfois, je me demande, moi, pourquoi le gouvernement congolais, ou même Mukwege d'ailleurs, pourquoi on doit toujours courir derrière ces juridictions internationales, un tribunal pénal pour le Congo? C'est vrai, parce que le Congo n'a pas les moyens de poursuivre tous ces criminels. Ils sont très, très nombreux, des Congolais, des Rwandais, des Ougandais, même des Burundais de l'époque Buyoya. Pourquoi le Congo, qui est un pays souverain, qui a une justice, je suppose, indépendante et souveraine, pourquoi cette justice-là ne commencerait pas à poursuivre les criminels si ils sont identifiés? La justice congolaise a tout à fait le droit, comme certaines justices des pays occidentaux. Je rappelle qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois à peine, en Allemagne, il y a eu des condamnations de Syriens qui avaient fui leur pays vers l'Allemagne
et qui ont été ensuite reconnus comme des criminels, comme responsables du génocide contre je ne sais plus quel peuple de la région d'Asie. Eh bien, ils ont été arrêtés, ces gens-là. Ils ont été poursuivis pour génocide ou pour crime contre l'humanité et condamnés en Allemagne, à l'étranger, dans un autre pays. Ça veut dire que la Syrie ou le Congo ou les autres pays où il y a eu des crimes de ce genre ont tout à fait le droit de le faire. Maintenant, à eux de demander qu'on les accompagne, mais que la première pioche, le coup de pioche, le premier coup de pioche judiciaire commence dans le pays même. Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Merci de me ramener à cette réflexion-là. Vous savez, la semaine passée, j'étais dans un atelier de réflexion sur les solutions lesquelles on peut proposer pour ramener la paix en République démocratique du Congo et beaucoup plus particulièrement dans l'est du pays. J'avais, parce que ce n'était même pas la première fois, c'est une chose que j'ai toujours soutenu, que j'ai toujours proposé, qu'il y ait une création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Après tout ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, il y a eu création de ce genre de tribunal en Tanzanie, à Arusha. Bien sûr, je ne vais pas beaucoup entrer dans le détail même de ce tribunal-là. Qu'est-ce que ce tribunal-là avait comme mission et qu'est-ce qu'il a fait. Je vais seulement ici parler d'une raison qui est là, bien fondée, de la création d'un tribunal pénal international pour le Congo, qui aura pour mission de juger tous les criminels, internes comme externes, nationaux comme internationaux, qui ont joué un rôle quelconque dans la déstabilisation, dans la violation des droits humains sur les sols congolais, et pourquoi pas, ça peut aller même un peu plus dans la région des Grands Lacs. Pourquoi moi j'ai toujours proposé ce tribunal pénal international pour la RDC? Parce que, entre autres, vous allez trouver que à l'intérieur du pays, en RDC, nous avons des hautes autorités au sein de l'armée, au sein de l'appareil sécuritaire, comme au sein de nos politiques, qui, d'une façon directe ou indirecte, ont été impliqués dans ces crimes-là. Ils sont en tout cas une partie de ces criminels-là. Peut-être même à cause de la corruption, n'est-ce pas, qui a sa place dans notre pays, il se trouverait même que nous ayons aussi des juges un peu impliqués dans cette bavure-là. Et je trouve moi-même que si nous trouvions s'il y avait moyen de mettre en place ces tribunaux-là où l'on aurait des juges nationaux comme internationaux, mais qui sont aussi beaucoup plus professionnels et neutres, ce serait une façon de mettre fin à cette insécurité d'une façon beaucoup plus globale dans la région, mais aussi plus particulièrement en République démocratique du Congo. Parce que c'est que j'ai toujours dit, Kagame a envahi le Congo depuis 1996 à nos jours, mais il ne l'a pas seulement envahi militairement, il l'a aussi envahi idéologiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même après le régime Kagame, l'idéologie va continuer. Les gens endoctrinés, les gens qui ont goûté sur, n'est-ce pas, ce poison-là, ils vont toujours continuer à exploiter cette idéologie-là qui nous amènera toujours à des crimes. Et de façon globale, ces criminels, donc je vais dire qu'ils risquent de persister, de continuer et de ne jamais lâcher les ficelles, si je peux le dire, parce que les ficelles, je vais tout simplement le mettre au pluriel, parce que ils se tiennent de tout bout.
Et alors, le tribunal pénal international pour le Congo serait une des solutions envisageables pour punir tous les criminels, pour, n'est-ce pas, que les victimes en trouvent aussi réparation et ainsi garantir aux Congolais et surtout à tous les citoyens des pays des Grands Lacs une vie paisible. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, ou bien c'est ça, c'est que serait l'orientation de ma réflexion, de mes idées quant à la question que vous veniez de poser. Vous avez tout à fait raison, effectivement. Il se fait qu'au Congo, parmi les autorités les plus hautes du pays, il y a aussi des personnes qui ont participé à ces atrocités pendant toute la durée concernées par le rapport mapping, hein. C'est pourquoi le rapport recommande justement la création d'un tribunal pénal international spécial pour le Congo, mais renoncer à pouvoir engager des poursuites soi-même, c'est renoncer quelque part à sa souveraineté, parce que je vous ai dit que l'Allemagne a jugé des personnalités syriennes, des militaires, des officiers de l'armée syrienne, qui avaient trouvé refuge ou asile en Allemagne. L'Allemagne n'a pas demandé à l'ONU de créer un tribunal pénal international pour juger ceux qui ont commis le génocide des Yazidis. Je suis tout à fait réaliste avec vous pour reconnaître que la République démocratique du Congo n'aurait peut-être pas les moyens d'organiser un grand procès, de grands procès comme cela s'est passé à Arusha, qui ont coûté très très cher pour très peu de résultats finalement, et qui n'ont jugé qu'une seule partie, parce qu'au Rwanda c'était différent. Moi, je crois que le gouvernement devrait mettre en avant les intérêts des victimes, c'est-à-dire ouvrir la porte aux victimes, aux familles des victimes, leur permettre de porter plainte. On verrait la suite. Maintenant, est-ce que des familles éplorées par les différentes guerres oseraient porter plainte contre des personnes bien identifiées, justement compte tenu des dangers? Peut-être pas. On va laisser ça aux autorités congolaises, mais Non, moi, c'est une idée qui me trotte dans la tête. Il faudrait que les Congolais reprennent leur souveraineté judiciaire. Parce que ça dépendra maintenant, puisqu'on continue à parler de ce tribunal international, si les Américains ne veulent pas de ce tribunal, il ne sera jamais mis en place, parce que ça coûte très cher, parce que le Conseil de sécurité doit bénir l'opération. Nous sommes en 2022. Le tribunal a été proposé en 2010 par le rapport mapping. Donc, il faudrait peut-être que les victimes ou les familles des victimes se libèrent de cet attentisme, de cette sorte de colonisation judiciaire. Les tribunaux internationaux ad hoc, à mon avis, ils n'auront plus de place dans des pays comme les nôtres parce que nous dépendons trop des grandes puissances judiciaires du monde qui décident qui doit être poursuivi et qui doit être condamné. c'est pourquoi je vous disais tout au début de cette émission, monsieur l'ambassadeur, que nous n'avons pas seulement des acteurs locaux dans les atrocités de notre région ou bien dans nos pays respectifs. Je m'excuse. En tout cas, nous ne voyons que les mains directes qui opèrent sur terrain, mais derrière eux se trouvent des grandes forces de la communauté internationale, bien sûr dans cette Europe où nous vivons, en Amérique, en Asie, un peu partout ailleurs. Vous savez, les colons n'ont jamais laissé nos pays. Ça, c'est un. Les gens sont encore mentalement, idéologiquement dans la vie d'esclavagisme et surtout l'esclavage moderne désormais. Ça, c'est un. De deux, je l'ai soulevé, je l'ai souligné quelque part dans mes dires, lorsque je vous ai dit que le potentiel que Dieu a donné au Congo, que Dieu a accordé au Congo, est désormais le grand joug qu'il porte à son cou. Parce que avec la modernisation, avec la technologie moderne, le Congo est convoité par tout le monde. Tout le matériel dont on a besoin aujourd'hui pour la fabrication de ces voitures à batteries électriques,
tout le matériel dont on a besoin, le matière première dont on a besoin pour la fabrication de ces téléphones portables dont nous portons tous dans nos poches, pour la fabrication de ces ordinateurs que nous utilisons, le métro et train que nous utilisons partout ailleurs, 80% de ces matières-là ne viennent que du Congo. Mais si vous vous adressez à Samsung, vous vous adressez à Apple, vous vous adressez à Huawei, vous vous adressez à n'importe qui que ce soit, vous vous adressez à Tesla qui nous fabrique de ces voitures, certaines de ces voitures électriques-là, vous leur demandez par quelle voie ils trouvent cette matière-là, vous n'aurez en tout cas de trajectoire. Vous n'aurez pas de trajectoire de cette matière-là. Alors que tout vient de l'Est du Congo. Peut-être ils le trouvent, en tout cas, à un prix trop bas, donc moins cher. D'autres vont les trouver même, n'est-ce pas, sans en acheter, sans devoir en acheter. Et alors, ils trouvent qu'une fois le Congo est stabilisé, ça leur coûtera cher. Ça, c'est un. Ils n'auront plus, donc le Congo va vivre désormais sous une toute indépendance de la communauté internationale et des aides des Occidentaux. Parce qu'ils veulent toujours que nous soyons à genoux devant eux. Ils viennent piller chez nous et puis demain ils nous disent nous venons vous aider. Nous aider de quoi? Ils savent que tout ce dont a besoin le Congo et l'Afrique en général, c'est seulement la paix. Avec la paix, nous avons tout. Avec la paix, l'Afrique, comme l'Afrique est le berceau de l'humanité, pas seulement naturellement, mais aussi matériellement, et j'en passe. Le monde entier a besoin de l'Afrique. Le monde entier a besoin du Congo. La technologie moderne a besoin du Congo. Et pour qu'il puisse piller le Congo d'une façon beaucoup plus systématique, d'une façon à ne pas beaucoup plus perdre, il faut alors, n'est-ce pas, prendre toute une nation et la mettre sous toute une nation et la mettre sous leur joug. Mais c'est que le monde doit comprendre désormais que le temps est révolu. Le Congolais connaît maintenant, ou bien sait maintenant, d'où il vient et où il va. Nous connaissons désormais nos oppresseurs. Nous n'allons plus nous limiter seulement à voir Kagame. Nous n'allons plus désormais nous limiter à voir Museveni parce qu'ils ont leurs menteurs. Les menteurs qui les utilisent. Et nous les savons désormais. Comment est-il compréhensible que depuis plus de 2 décennies, le Congo est endeuillé? Chaque fois, on ne fait que nous parler, n'est-ce pas, des rapports, les rapports des Nations Unies, les rapports, je ne sais pas, des A, des B et des C. Mais quelle a été la fin, hein, n'est-ce pas, de ce rapport-là? Que nous rapporte ce rapport-là? Les rapports qui se font et qui finissent dans les tiroirs de l'ONU, qui finissent dans les tiroirs de la communauté internationale, à quoi ce rapport-là servent les Congolais? La communauté internationale va nous garder dans la pauvreté, va nous garder dans l'esclavagisme moderne. Écoutez, c'est pourquoi nous avons, nous, Africains, nous, Congolais, nous disons toujours qu'il est temps que nous libérons maintenant de cet esclavagisme-là, que nous ne dépendons que de nous-mêmes parce que nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous nous suffisons en tout cas. Et tout ce qui nous manque, c'est le leadership dans nos pays. Nous avons des hommes forts dans nos pays et ce qui nous manque, ce n'est que des institutions. Nous manquons des institutions fortes et capables, n'est-ce pas, de diriger nos pays, d'exploiter le potentiel que Dieu a accordé à nos pays. Sinon, sans l'Afrique, l'Europe n'est que nulle. L'Amérique n'est que nulle, l'Asie n'est que nulle. Ils ont besoin de nous et c'est à nous maintenant de nous donner cette valeur-là. Et nous devons cesser maintenant cette vie-là de n'étendre que les mains. Demander, attendre tout de l'Occident, attendre tout de la communauté internationale. Et si nous restons toujours
à espérer que la solution à nos problèmes viendra des Occidentaux, nous serons dans cette vie-là de génération en génération et désespérément, nous vivrons et nous n'aurons jamais des solutions à nos problèmes. Donc, il faut que nous nous levions en tout cas et que nous soyons prêts, que nous soyons tous au rendez-vous, n'est-ce pas, à la recherche des solutions à nos problèmes. Merci beaucoup. Précisément, vous m'amenez à poser une dernière question qui va peut-être nous réconcilier parce que je ne suis pas d'accord nécessairement avec les thèses ou les suggestions que vous avez faites. Hein. C'est tout à fait normal entre amis et entre démocrates. Mais pour solutionner la question sécuritaire, la situation sécuritaire du Congo, pour amener la paix en RDC, est-ce que vous pourriez nous citer quelques priorités que vous suggéreriez éventuellement au gouvernement congolais? Absolument, absolument, monsieur l'ambassadeur. Et ça, c'est la meilleure des questions à laquelle je vais répondre. Donc, nous avons des propositions, pas même une, pas même deux, il y en a en tout cas à gogo. Et la première, je venais de la citer tantôt, c'était celle de la création d'un tribunal pénal international beaucoup plus spécial pour le Congo, la RDC, et pourquoi pas en général, qui devait aussi traiter des cas liés à l'insécurité ou bien à des atrocités qu'a subi le Congo, mais aussi d'une façon plus globale qui devait aussi traiter le même sujet dans la région des Grands Lacs. Ça, c'est un. Des deux, parler de la sécurité et de l'insécurité en République démocratique du Congo et ne pas citer le Rwanda et l'Ouganda, c'est en tout cas aller en dehors du normal. Pourquoi je dis ceci? Le temps de fois que Kagame a envahi le Congo, il a toujours eu prétexte, il a toujours donné comme prétexte la présence des FDLR sur le sol congolais. Écoutez, je veux que ceux qui nous suivent écoutent bien l'orientation de mes idées. Le problème FDLR n'est pas un problème congolais, c'est un problème purement rwandais. Ce n'est pas un problème qui doit se résoudre sur le sol congolais, c'est un problème qui ne trouvera sa solution que sur le sol rwandais. La communauté internationale a toujours demandé au gouvernement congolais de discuter, de dialoguer avec ses opposants, ses dissidents. Mais quand Kagame nous parle toujours des FDLR et qu'il les appelle tous dans un seul panier, dans le même panier, il les traite de génocidaires pour finalement trouver la raison de rejeter cette proposition de négociation entre le régime Kagame et ses opposants, entre autres le FDLR. C'est une chose qui a déjà vieilli dans les esprits des gens. C'est une chose, c'est désormais comme un produit chimique expiré qui ne peut plus être consommé. La solution, une des solutions proposables pour qu'il y ait une paix durable dans la région, c'est que la communauté internationale puisse contraindre Kagame à négocier, à faire de pourparlers, à engager de pourparlers avec les opposants de son régime, entre autres les FDLR. Le problème est de nous parler chaque fois qu'ils ne sont que des génocidaires. En tout cas, c'est en dehors du normal. Parce que nous savons tous qu'il y a des éléments des FDLR, d'ailleurs, des éléments commanditaires, jadis, du FDLR, qui aujourd'hui sont dans le gouvernement, que Kagame utilise aujourd'hui. Et jadis, il les considérait tous dans le même panier, il les jugeait tous des génocidaires. Donc, ils sont génocidaires quand ils sont sur le sol congolais, mais une fois au Rwanda, ils ne sont plus génocidaires.
Combien de fois Kagame, on l'a invité au Congo avec son armée pour en finir avec le problème des FDLR? Est-ce qu'il en a fini? Il ne veut pas que ce problème-là finisse parce que c'est la voie par laquelle il trouve le moyen de pénétrer au Congo, de venir piller les ressources du Congo. Et une fois le problème des FDLR n'existerait plus, écoutez, il serait coincé lui-même, tant financièrement que politiquement, je le veux bien. C'est pourquoi demander à Kagame de laisser les FDLR revenir dans leur pays natal, le Rwanda, tirer de ces FDLR-là les personnes qui n'ont rien à faire avec les génocides, négocier avec eux, prendre les génocidaires, le prétendu génocidaire comme ils le disent, le mettre à la justice pour que la justice fasse son travail. Sinon, toujours prétendre venir faire face aux génocidaires ou bien aux FDLR au Congo ne sera jamais la solution à l'insécurité du Congo. C'est-à-dire, vous savez, autrefois, quand le président Kikwete l'avait proposé, Kagame, de quoi il l'avait traité? Il lui a dit, écoutez, moi je ne suis pas de ces genres-là, je vais t'attendre en un coin et puis je vais te montrer qui suis-je. Mais le problème FDLR est à 100% un problème rwandais, quand lui-même, il dit que le problème M23 est à 100% congolais. Et alors, donner aux Congolais la chance de résoudre leurs problèmes en congolais au Congo, et le problème des Rwandais doit se résoudre en Rwandais au Rwanda. Donc, j'ai insisté beaucoup sur ces points, monsieur l'ambassadeur, pour que nos auditeurs m'écoutent bien, écoutent bien ma proposition, parce que il faut désormais aller au-delà de ces tabous instaurés par le régime Kagame, que quand on parle du génocide rwandais, tout de suite là, on est traité des négationnistes, je ne sais pas de tous les mots, on devient directement, on est traité de tout oiseau de mauvais augure. Quand on parle des FDLR qui doivent négocier avec le Rwanda, écoutez, on vous traite de tout oiseau de mauvais augure, mais on doit dépasser ce tabou désormais. Nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Rwandais. Ça, c'est 2. 3. Il faut que la communauté internationale, par des mots bien ordonnés, bien choisis, pointe du doigt, puisse dénoncer Kagame par les noms. C'est pas tout simplement par des rapports. Le rapport, on en a assez. Beaucoup de rapports l'ont pointé du doigt. Et puis, ces rapports-là, ce qui choque les Congolais, ces rapports se font par des agents de l'ONU. Et malheureusement, arrivés à l'ONU, ils sont classés sans suite. Voilà le silence qui inquiète le Congolais. Le silence, c'est de l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies jouent d'une façon ou d'une autre au jeu du pyromane pompier. Ils doivent quitter la neutralité, ils doivent briser le silence et dire à Kagame, écoutez, trop, c'est trop. Aussi longtemps que la communauté internationale, les Nations Unies resteront dans la neutralité, nous, Congolais, nous jugerons cette Nations Unies comme étant un de nos oppresseurs, comme le disait l'archevêque Desmond Tutu, qui a dit que dans une situation d'injustice comme celle que vit le Congolais aujourd'hui, si vous choisissez la neutralité dans une situation d'injustice comme celle-ci, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Voilà, c'est ainsi que nous traitons désormais les Nations Unies. Comment est-il... Écoutez, monsieur l'ambassadeur, vous me posez une question qui touche maintenant le fond de mon cœur et de mon esprit. Nous avons le contingent de ces soi-disant Nations Unies sur les sols congolais depuis maintenant 23 ans. Bien armés. Leur budget remonte chaque année à 1 milliard de dollars. Le contingent le plus exploité, le plus utilisé, le plus financé
qui ait existé au sein de l'ONU, c'est cette MONUSCO-là. Mais quand ils viennent crocher par l'aval du porte-parole de la MONUSCO et dire aux Congolais qu'ils sont incapables matériellement d'affronter les M23, où est la raison de continuer à le maintenir sur le sol congolais? Tout en étant faible, en étant incapable d'affronter le M23. Ils ont que le rôle, ils ont que les raisons de résister, d'exister et de persister sur le sol congolais. Et c'est pourquoi hier, dans un atelier de réflexion avec certains de mes amis, je les disais, nous devons cesser désormais à condamner la MONUSCO parce que la MONUSCO ne s'utilise pas. La MONUSCO est utilisée par les Nations Unies qui lui ont mandaté et le mandat a été renouvelé jusqu'à présent, si j'ai bonne mémoire, plus de 17 fois. Lui donnant cette capacité-là, la possibilité, le pouvoir d'attaquer militairement désormais et de faire face à toute offensive. Mais, à notre grande surprise, nous qui devons être tués comme des cobayes au grand silence, sous le grand silence de la communauté internationale, ils viennent cracher sur nos morts et dire, écoutez, nous n'avons pas la possibilité. Ah, voilà ce qui a maintenant réveillé la colère des Congolais qui se sont lancés dans les rues de Goma, de Butembo, d'Uvira pour demander le départ de cette MONUSCO-là. Mais ce n'est pas à dire que nous sommes pour tout ce qui en a suivi, de bêtises et de pillages et tout consort. Et voilà, le Congolais en a perdu encore des âmes. Voilà, ça c'était la troisième proposition. Monsieur l'ambassadeur, nous savons que maintenant, nous avons utilisé déjà plus de 60 minutes, mais c'est comme si c'est le moment où je devais maintenant commencer à dire tout ça. Je vous en prie, hein, poursuivez. On va se donner une autre petite marge parce que c'est des questions tellement importantes qu'on ne peut pas passer à côté à cause du temps. Bien sûr. 4. Je voulais encore souvenir à nos auditeurs que la politique du Congo est le problème congolais, la sécurité congolaise est beaucoup plus géopolitique et hégémonique. Pourquoi je dis ceci? Je m'excuse. Il y a une politique depuis des décennies qui a été mise en place désormais par le gouvernement et le régime Kagame, Kagame s'est forgé en lui-même de la police et des juges de pays dans lesquels vivent les gens d'ethnie Tutsi. Pour toute chose, pour toute voix discordante qui s'élève dans un ou autre pays où vivent les Tutsis, Kagame vient se placer toujours comme les juges, vient se placer toujours comme les défenseurs, mais avec une idée expansionniste partagée avec le régime de Kampala. Et nous sommes contre ça et nous devons les dénoncer désormais. Le temps est révolu. Nous suivons tout dans ce média ici. Le fils de Museveni, le général Kainerugaba, a malheureusement mis tout à nu. Donc, il a révélé du projet expansionniste Hima Tutsi qui se cache derrière toutes ces invasions-là. Quand il se disait sur Twitter de préparer l'opération, si c'est quelle opération là encore, comment il l'avait nommé, Rudaïgwa. Une opération. Est-ce que vous savez que au lendemain de ces déclarations-là, monsieur l'ambassadeur, il y a des camions remplis de soldats rwandais qui ont franchi la frontière rwando-ougandaise sous l'égide de ces deux présidents, proposant ainsi d'une information peut-être quelconque, préparant cette armée-là
qui devait, cette armée-là ou bien cette force-là de pays de l'Afrique de l'Est, qui devait venir aussi faire face à leurs créatures sur les sols congolais. Et quand nous disons ces choses, nous les disons avec beaucoup plus de témoignages. Aujourd'hui, la présence indésirable de l'armée ougandaise à Beni, en Ituri, nous voulons faire savoir à tout le monde que cela ne profite qu'à l'Ouganda et au Rwanda. Nous avons des témoignages aujourd'hui que dans cette armée-là ougandaise, il y a des sujets rwandais sous l'uniforme ougandaise. Donc, ils sont déjà sur un sol conquis, ils prennent déjà de position, et qu'au moment venu de lancer l'opération Rudaïgwa pour la balkanisation de l'Est du Congo, il n'y ait pas de résistance contre eux, parce qu'ils sont déjà sur le terrain conquis. C'est pourquoi nous demandons aux Congolais d'ouvrir les yeux. Moi-même, je me suis proposé d'écrire une lettre ouverte au président Fachi, lui demandant de ne pas en aucun cas autoriser la présence de cette force-là régionale de l'EAC sur le sol congolais, parce qu'elle ne vient que concrétiser cette opération machiavélique sur le sol congolais, qui est donc la balkanisation qui a commencé depuis lors. Et voilà que nous dénonçons avec toutes nos énergies la présence de cette force régionale de l'EAC. Il est en tout cas dingue de nous dire que l'Ouganda ne donnera pas place. Ben, déjà, c'est le cas. Comment nous dire qu'aujourd'hui, parce que, écoutez, il y a une politique de grande échelle qui se joue entre les deux pays. Ils veulent montrer à la communauté internationale qu'ils se disputent, qu'ils ont des différends, pour qu'on ne puisse pas entrer dans les fonds et voir leur coopération bilatérale sur la déstabilisation de l'Est du Congo. Comment comprendre que le M23 actuel et l'aile qui s'était exilée, si il en est le cas, en Ouganda, mais aujourd'hui, il y a le rapport des Nations Unies qui nous donne des témoignages qu'ils sont financés, ils sont, n'est-ce pas, financés, ils ont le soutien du Rwanda, mais qu'ils sont venus de l'Ouganda. Comment expliquer ce fait? Pourquoi le Rwanda n'a pas voulu utiliser ces M23, l'aile, je vais bien, Runiga, Jean-Marie Runiga, qui aujourd'hui se trouve sur le sol rwandais? Il faut que le Congolais ouvre les yeux et trouve qu'il y a une chose qui est là, qui se joue entre Kagame et Museveni, quant à la balkanisation du Rwandais et de l'Est du Congo et l'opération Rudaïgwa. Il est dingue de ne pas comprendre cette chose-là, de voir que le M23 actuel est venu de l'Ouganda, mais qu'il est, n'est-ce pas, soutenu, il est financé, et même le rapport dit qu'il y a eu au moins 1000 têtes, 1000 sujets de l'armée rwandaise qui a franchi la frontière rwando-congolaise lorsqu'ils ont capturé la ville de Bunagana. Vous voyez tout ça, monsieur l'ambassadeur. Chers auditeurs, ce sont des analyses que nous vous faisons, mais vous n'êtes pas sans le savoir aussi, parce que vous le voyez avec vos yeux. Ça, c'est une chose que j'ai voulu beaucoup plus souligner. 5. Kagame a toujours prétendu venir rechercher les FDLR au Congo. Il faut que la communauté internationale soit
capables d'exploiter. Ils les exploitent, ils le savent bien, mais ils font toujours parce qu'ils veulent, ils savent pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont un soutien pour n'est-ce pas, pour le Rwanda et pour l'Ouganda qui sont les envahisseurs du Congo. Mais, et sur le Congo, demander aussi ou bien décider aussi de franchir les frontières rwando-congolaises à la recherche des M23 qui sont là. Condamneront-ils le Congo alors qu'on n'a pas condamné le Rwanda qui, à 1000 reprises, à 100 reprises, à autant de reprises, a franchi la frontière rwando-congolaise prétendant aller poursuivre les FDLR sur le sol congolais. Et voilà, en tout cas, vous savez aussi que le soi-disant Makenga, le soi-disant général Bosco-Ntaganda, le soi-disant Laurent Kunda, ils ont été tous des soldats du FPR. Avant de rejoindre les FRDC et après la défection des FRDC pour rejoindre l'armée rwandaise et former maintenant leur groupe contre leur mère patrie. C'est pourquoi ça aussi c'est une chose à exploiter pour mettre fin à cela. Et ces groupes M23, CN2P, mono-hégémoniques, laissent la communauté internationale, laissent les personnes à bonne foi à s'interroger toujours. Écoutez, c'est bizarre, monsieur l'ambassadeur, chers auditeurs, que le M23 qui se doit la congolité, toujours nous amène la raison, la première raison d'un groupe qui vient faire face aux FDLR, confirmant désormais alors qu'ils sont un groupe aux intérêts du Rwanda. Voilà, c'est pourquoi, en tout cas, nous avons beaucoup de propositions à faire, à donner, pour qu'il y ait une paix durable dans l'Est du pays, l'Est du Congo et plus généralement dans la région des pays des Grands Lacs. Monsieur l'ambassadeur, pour ne pas tenir beaucoup plus de temps, je peux pour aujourd'hui m'arrêter par ici. Nous avons encore un temps, en tout cas, d'exploiter toutes les idées, d'analyser toute la situation qui prévaut dans nos pays. Et pourtant, ça, c'est maintenant notre apport que nous avons. Un apport pacifique quant à la pacification, bien sûr, de nos pays respectifs, mais de la région aussi en général. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?
mumfanira